Bonjour. C'est difficile de parler après un repas, mais bon, on va essayer. Donc, je remercie les organisateurs de HEDAB de m'avoir invité et surtout de m'avoir donné l'occasion de vous parler d'un sujet d'actualité, puisque de plus en plus, on sera appelé à prendre en charge des patients qui ont une masse LD, vu que le mode de vie de la population algérienne a changé. Donc, on s'éloigne un peu du régime méditerranéen, on est plus régime fast-food, donc beaucoup de sucre, beaucoup de gras, et surtout beaucoup de sédentarité, puisqu'on passe tous beaucoup de moments sur nos téléphones, à surfer sur les réseaux sociaux, donc moins d'activité. Mais avant de vous parler, de vous démontrer la démarche diagnostique devant un patient qui présente une masse LD, j'aimerais bien éclaircir certains points par rapport à la terminologie. Je suis sûre que ça reste un peu flou chez certains collègues présents ici dans la salle. Il faut savoir qu'avant juin 2023, les patients qui avaient une stéatose avec un syndrome métabolique, on les mettait dans une entité qu'on appelait NAFLD, la Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Et en juin 2023, il y a un groupe d'experts qui appartiennent à 3 sociétés savantes qui sont l'ISEL, la SLD et la Société latino-américaine pour l'étude du foie, qui se sont réunis et qui ont trouvé que cette appellation n'était pas appropriée, puisque dans le mot NAFLD, il y a non-alcoolique, il y a fatty ça veut dire gras. Ils trouvaient que c'était stigmatisant pour les patients et surtout, ça reflétait pas l'étiologie principale de cette entité qui est le syndrome métabolique. Et donc, ils ont décidé de changer l'appellation à MASLD, qui veut dire Metabolic Dysfunction Associated Liver Disease. Et dans cette entité, que ce soit NAFLD avant ou MASLD maintenant, la majorité des patients ont juste une stéatose simple. Ils vont pas faire de complications. Il y a un quart des patients qui vont développer, en plus de la stéatose, de l'inflammation et de la ballonisation, donc de l'hépatite, et ça devient de la stéatohépatite. Et avant, on appelait ça NASH, la non-alcoolique stéatohépatitis, et maintenant, on l'appelle MASH, la métabolique dysfonctionnement stéatohépatitis. Ces patients peuvent développer de la fibrose. Cette fibrose peut évoluer et s'aggraver. Heureusement, 15% des patients peuvent développer donc une fibrose avancée, cirrhose, complications, notamment le CHC. Et donc, depuis 2023, quand on découvre une stéatose hépatique à l'imagerie ou à la biopsie hépatique, on parle de maladie stéatosique hépatique. Après, on a plusieurs entités. Si le patient a un des facteurs du syndrome, au moins un des facteurs du syndrome métabolique, il s'agit donc d'une masse LD. Si il n'a pas de facteur métabolique, mais il consomme de l'alcool de façon significative, on appelle ça ALD, Alcoholic Liver Disease. S'il a les deux, c'est une mixte, donc c'est une MET-ALD. S'il ne consomme pas d'alcool, n'a pas de facteur métabolique, donc c'est une cryptogénétique, bien sûr en éliminant les causes secondaires que vous connaissez, l'hépatite C, la maladie de Wilson, ou la prise de certains médicaments. Pour entamer la démarche diagnostique, on va démarrer d'un cas clinique très simple que vous rencontrez en consultation. Donc pour moi, j'ai choisi un homme de 54 ans qui a un BMI à 28,5, qui est hypertendu, qui ne consomme pas d'alcool, qui consulte pour des douleurs de l'hypocondre droit évoluant de façon intermittente rythmée par le repas, qui a des plaquettes à 170 gigas par litre, des alates à 54, des azates à 60, le reste du bilan est normal, et à l'échographie, on découvre donc une stéatose hépatique et une vésicule multilithiasique. Donc, si on suit le consensus de 2023, ce patient a une stéatose hépatique, donc il a une maladie stéatosique hépatique. On va chercher au moins un des 5 facteurs métaboliques, il les a, puisqu'hypertendu, BMI élevé, etc. Il ne consomme pas d'alcool, donc nous sommes devant une masse LD. Il faut savoir que la masse LD est une maladie en dehors de la cirrhose, elle est silencieuse, il n'y a pratiquement pas de symptômes, et elle est souvent de découverte fortuite, comme c'est le cas de notre patient. L'échographie était motivée par des douleurs de l'hypocondre droit qui ont trouvé une vésicule multilithiasique, et on a découvert la stéatose de façon fortuite. Ou bien, on découvre ça aussi quand on dépiste
les patients à risque, c'est qui ces patients? C'est les obèses, les diabétiques, ceux qui ont un syndrome métabolique ou lorsqu'on a un bilan hépatique perturbé. Donc en gros, on peut découvrir la stéatose hépatique soit devant un syndrome métabolique perturbé, c'est un bilan hépatique perturbé, ça peut être de la cytolyse, de la cholestase, mais de façon modérée. L'élévation n'est pas importante. On peut avoir aussi un taux normal et la perturbation n'est pas corrélée à la gravité de la masse LD. Donc en gros, on peut découvrir la masse LD par un bilan hépatique perturbé, à l'échographie comme le cas de notre patient, en palpant une hépatomégalie, devant une hyperferritinémie avec un coefficient de saturation inférieur à 45% ou, dans les cas avancés, au stade de cirrhose. La question qu'on se pose, est-ce que le fait d'avoir une stéatose à l'échographie est suffisant pour retenir ce diagnostic? Alors, il n'y a pas de scoop, l'échographie est l'examen de référence pour mettre en évidence une stéatose hépatique. Bonne sensibilité, bonne spécificité. Le souci, c'est qu'elle est opérateur dépendant. Elle ne détecte pas les stéatoses quand elles sont inférieures à 30% et elle ne permet pas de quantifier la stéatose, c'est-à-dire dire si elle est minime, modérée ou sévère. Les sociétés savantes la recommandent en première attention. L'autre question, est-ce qu'il est important en pratique de quantifier la stéatose hépatique? Il faut savoir qu'il existe des tests sanguins simples comme le stéatotest, le Fatty Liver Index, qui permettent de diagnostiquer la stéatose et de la quantifier, mais il faut savoir qu'en pratique, il n'y a aucun test qui est recommandé. Le CAP c'est quoi? Quand on fait une mesure d'élasticité hépatique par fibroscan, donc on mesure l'élasticité hépatique, et aussi on peut mesurer le CAP, parce que quand on fait un fibroscan, donc on déclenche une onde qui va traverser le foie, et la vitesse à laquelle cette onde traverse le foie, c'est l'élasticité hépatique. L'atténuation de cette onde, c'est le CAP. Il faut savoir que le CAP peut aller de 100 à 400. Les études montrent des performances diagnostiques très variables. Il faut savoir qu'en pratique, il n'est pas retenu en première intention. Il y a eu un grand débat par rapport au seuil qui permet de dire il y a une stéatose. Finalement, les sociétés savantes ont retenu le chiffre de 275 décibels. L'IRM, c'est le luxe, c'est le top, c'est le prestige, mais c'est quelque chose qui coûte cher. Ça permet de quantifier, de mettre en évidence la stéatose. Elle n'est pas opérateur dépendant, mais elle n'est pas disponible partout et ça coûte cher. Donc, les sociétés savantes ne la recommandent pas en pratique en première attention. Donc, en gros, pour poser un diagnostic de stéatose, on a besoin juste de l'échographie. Pour quantifier la stéatose, ce n'est pas important en pratique. Il n'y a aucune implication clinique. Maintenant, quand on découvre un patient qui a une stéatose hépatique, un syndrome métabolique, on se pose la question s'il a une MASH. Quand on dit MASH, ça veut dire qu'on va chercher l'inflammation et la ballonisation. Il y a des tests sanguins qui ont été essayés, aucun n'a été retenu en pratique. La seule méthode qui permet de mettre en évidence l'inflammation et la stéatose, c'est la biopsie hépatique, mais elle n'est pas systématique et on verra dans un petit moment ses indications. Au fait, la question principale quand on a une stéatose hépatique et un syndrome métabolique, est-ce qu'il y a de la fibrose? Et si oui, est-ce qu'elle est sévère? Pourquoi? Pourquoi cette question elle est très importante? Parce que les études ont montré que la fibrose est le seul élément pronostic. Puisque les malades qui ont une fibrose avancée, c'est eux qui vont compliquer, c'est eux qui ont une survie moindre par rapport aux patients qui n'ont pas de fibrose avancée. Quand je dis fibrose avancée, ça sous-entend le F3 et le F4. Donc le challenge en pratique, c'est quand on découvre une stéatose hépatique, sélectionner les patients qui ont une fibrose sévère, parce que c'est ceux-là qu'on va envoyer au gastro ou à l'hépatogastro pour le dépistage du CHC et le dépistage de l'HTP et peut-être dans un futur proche pour le traitement. Alors, comment il faut procéder en pratique? Quelle est la stratégie? En 2021, l'ISEL a proposé un algorithme très très simple. Alors, on démarre avec un calcul de FIB4. Le FIB4, c'est quoi? Le FIB4, c'est un test non invasif, très simple, qui comporte l'âge, les ALAT, les ASAT et le taux de plaquettes. Vous mettez ça sur votre téléphone,
vous calculez, il vous donne le score. Alors, si le score est inférieur à 1,30, on est tranquille, il n'y a pas de fibrose avancée, on surveille le patient, on répète l'examen dans une année. Par contre, si le FIB4 est supérieur à 1,30, il y a une probabilité que le patient ait une fibrose sévère, et c'est là où il faut envoyer chez le gastro pour une mesure d'élasticité hépatique par le fibroscan. Si la mesure d'élasticité par le fibroscan revient inférieure à 8, tranquille, il n'y a pas de fibrose avancée, on répète l'examen une année plus tard. Maintenant, si l'élasticité est supérieure à ou égale à 8 kPa, la probabilité d'avoir une fibrose avancée augmente, et donc là, tout dépend où on se trouve. Si on est dans un pays où on a une méthode sanguine spécialisée, donc on fait la deuxième méthode sanguine spécialisée, si c'est concordant, donc on confirme la fibrose avancée. Si on est dans un pays où on ne dispose pas de ça, on va sur la biopsie hépatique. Pourquoi, quand le fibroscan est supérieur à 8, on ne confirme pas la fibrose avancée? Parce que la valeur prédictive positive, dans ce cas-là, elle n'atteint pas les 90%, elle est que de 70%. Donc, il faut un examen de plus pour confirmer ce diagnostic et intégrer le patient dans un protocole de dépistage du CHC et de l'HTP. Donc, revenons à notre patient. On a calculé son score, FIB4, il était à 2,59, donc supérieur à 1,30. Donc, on lui a fait un fibroscan, il était supérieur à 8, donc 8,5. Donc, on avait le choix entre faire un test sanguin et une PBH. Les tests sanguins qui sont un peu validés, c'est le fibromètre, c'est le HEPA-score, c'est le fibrotest. En Algérie, il n'y en a pas. Donc, on est parti sur la biopsie hépatique. Sachez que la biopsie hépatique, c'est le meilleur examen qui permet de 1, de diagnostiquer la stéatose, 2, de diagnostiquer la stéatohépatite parce qu'il va montrer l'inflammation et la ballonisation, et de 3, de diagnostiquer la fibrose. Mais ça reste un examen invasif. Donc, nous l'avons fait chez notre patient. Nous avons trouvé donc un F3 avec une stéatose entre 34 et 66%. Et donc, nous avons intégré le patient dans un protocole de surveillance. Alors, cette façon de faire, FIB4, s'il est élevé, fibroscan, elle a été donc instaurée la première fois par l'ISEL en 2021, et par la suite, plusieurs sociétés savantes ont adopté les mêmes algorithmes. C'est essentiellement des sociétés américaines, donc de gastro-entérologie, d'endocrinologie et la SLD. Alors, quel est le raisonnement qui a permis de retenir cet algorithme? Au fait, les patients qui ont une masse LD, ils sont très nombreux, 30% de population mondiale. C'est énorme pour envoyer tous ces patients aux gastro-entérologues. Même dans le monde, on n'est pas nombreux. Donc, il fallait faire un tri chez ces patients et garder pour le gastro-entérologue que les patients qui ont une fibrose avancée. Ces patients, initialement, ils sont où? Ils sont chez les confrères cardio, endocrino et même les généralistes. Donc, il fallait mettre chez ces confrères-là un test simple qu'ils peuvent calculer dans leur consultation et qui permet de sélectionner, de faire le tri des patients. Et ce test-là, c'est le FIB4. Donc, on a besoin, je répète, on a besoin que des ALAT, des ASAT, de l'âge et des plaquettes. Et donc, si c'est inférieur à 1,30, il garde les patients en consultation et continue la surveillance. S'il est supérieur à 1,30, c'est là où il nous voit le patient pour le fibroscan. Donc, je conclus en disant que donc maintenant, il faut oublier l'ancienne appellation NAFLD et garder l'appellation MASLD. La MASH, ça devient la première cause des maladies chroniques du foie. La fibrose est le seul élément pronostique. Le FIB4 est un bon examen pour exclure la fibrose avancée. S'il est supérieur à 1,30, on complète par un fibroscan. S'il est supérieur à ou égal à 8 kPa, il faut compléter par un marqueur sanguin spécialisé. Si non disponible, une biopsie hépatique. Je vous remercie.